Et bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, on continue notre tier list de films de 2026 avec le mois de mars. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à les classer vous aussi également dans cette fameuse tier list, à me dire si vous auriez plutôt placé tel film ou tel film dans telle ou telle catégorie. N'hésitez pas à le faire et à me conseiller évidemment des films que je n'aurais pas encore classés, donc que j'aurais loupé potentiellement et que vous voulez voir apparaître dans cette tier list. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vais tout de suite commencer avec le film d'animation du studio Pixar Jumpers, qui est sorti le 4 mars 2026, qui est réalisé par Daniel Chong, dont c'est son premier film d'animation avec le studio Pixar, qui a déjà réalisé un film d'animation et une série d'animation également, mais jamais pour le compte de Pixar. Ce qui est agréable avec ce film d'animation, c'est qu'il est sorti au cinéma, et oui, je me remettrai jamais de Lucas et d'Alerte Rouge qui s'était sorti directement sur plateforme de streaming. En revanche, ce que je n'aime pas avec Disney ces derniers temps, c'est que je trouve qu'il ne promue pas assez les films du studio Pixar. L'année dernière, Elio est sorti dans l'indifférence totale. Bon, malgré le fait que c'est vrai que je ne l'ai pas apprécié plus que ça, mais quand même, ils auraient pu faire un petit peu plus de publicité, et Jumper, je trouve que c'est un petit peu la même chose, par une promotion un petit peu forcée une semaine à l'avance. Le reste du temps, je trouve qu'on n'en fait pas assez, et pour moi c'est assez dommage de ce côté-là, parce que je trouve que quand même Pixar, malgré tout, sort quand même, je pense, tous les 2 ans une idée originale. Alors oui, malgré le fait que c'est vrai, il y a une vraie baisse de qualité chez Pixar, il s'efforce quand même, malgré tout, de toujours nous proposer quelque chose d'originaux, et ça c'est tout à leur honneur, parce que quand on regarde les autres gros studios, ça reste quand même des suites, des remakes, des adaptations de livres, etc. Eux, ils s'efforcent quand même de nous proposer de l'original, et c'est dommage qu'ils soient pas un petit peu plus promus. Alors oui, une année sur deux, vice versa, Toy Story 5, tout ça, il est vrai qu'ils continuent à faire des suites, et des suites qui, pour le coup, là, évidemment, il y a un gros marketing de fait par Disney, mais je trouve que c'est dommage qu'ils mettent pas justement un petit peu plus en avant de nouvelles licences telles que Jumpers. Voilà, mon petit aparté est fait. De quoi parle Jumpers? On va suivre le personnage de Mabel, ou Meuble, je sais plus, qui est une grande défenseuse des animaux. Voilà, elle allait avec sa grand-mère dans une forêt un petit peu protégée, tout ça. Forêt qui va se retrouver mise en danger par un chantier, voilà, une espèce de nouvelle autoroute qui doit passer par là. Et pour sauver en fait les animaux de cette forêt, pour qu'ils fassent en sorte de se rebeller, elle va tomber sur une nouvelle technologie qui va lui permettre de transposer son corps dans le corps d'un castor. Oui, évidemment, c'est comme les avatars dans Avatar. Hein, voilà, c'est pareil. D'ailleurs, la blague est faite dans le film, mais c'est un film qui, d'ailleurs, d'animation, qui va avoir énormément de références à d'autres films, qui va leur rendre hommage par le biais de petites scènes. Je pense aux Dents de la Mer, je pense aux Oiseaux de Hitchcock. Voilà, il y a également Avatar, mais ça c'est tout appréciable, mais tout en étant un scénario original, et je trouve que c'est fort. Voilà, ça parle de la société d'aujourd'hui, où justement on prend pas le temps de communiquer les uns les autres. On est buté. Je vais prendre ceux, voilà, les grosses industries, les gros patrons qui vont tête baissée, et voilà, il faut absolument construire cette autoroute, et qui ne veulent pas communiquer avec justement peut-être les écologistes, etc. Et eux, les écologistes, ne vont pas forcément vouloir aller communiquer avec eux pour voir les solutions qu'on peut avoir justement pour que les deux parties aient gain de cause finalement, voilà, plutôt que chacun fonce tête baissée sans vraiment sans vraiment communiquer l'un et l'autre. Donc je trouve que c'est vraiment un film d'animation intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. Il y a vraiment des scènes très très hilarantes. Voilà, le film aborde des thématiques très fortes, à des moments aussi très enfantins, parce qu'on est quand même sur un film d'animation, sur un film pour enfants, hein, c'est le principal public visé, mais toujours chez Pixar, il y a cette relecture pour adultes, et ça c'est très appréciable. Je voulais faire un parallèle, le mois dernier j'en avais parlé,
avec des films comme Marty Suprême ou Send Help, et je trouve que c'est vraiment la thématique de cette année. Il y a le dernier Park Chan-wook aussi, film sud-coréen, qui a pour thématique cette dernière, c'est vraiment euh, montrer comment les patrons sont manichéens. Il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans les films, dans les derniers films où on sent que les patrons, les grosses sociétés, etc., les maires, tout ça, les politiques, tout ça, sont vraiment pointés et mis en avant de manière négative, je trouve, dans tous les films cette année. C'est vraiment la chose que je retrouve dans chaque film, vraiment. Et là, on sent que voilà, le maire de la file de Jumpers, bah, il y a vraiment un côté, encore une fois, le politique en a rien à foutre des autres, qui ne pense qu'à ses projets, tout ça. Et malgré tout, je trouve que Jumpers comme Send Help était très intéressant de ce côté-là, qu'il va y avoir quand même une espèce de relecture. Voilà, il y a quand même un point de vue assez différent. Voilà, ça va pas être manichéen à la fin, on va apporter un petit peu de nuance. Donc voilà. J'ai adoré Jumpers, encore une fois. J'ai beaucoup aimé aussi, alors l'animation, comme je disais, hein, c'est quelque chose maintenant chez Pixar, ils utilisent à peu près tout le temps la même façon d'animer leurs personnages. Hein, voilà, maintenant c'est plutôt, à part quelques détails par-ci par-là. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on voit les animaux du point de vue des humains, les animaux ont leurs petits yeux, donc c'est là où on peut pas où l'humain ne peut pas se comprendre avec l'animal. Et quand, par exemple, Meuble est dans le corps du castor, là, ils ont les yeux d'humain, donc là, on comprend. Et ça, c'est bien pour les petits, bah, juste, en fait, d'un point de vue visuel, de comprendre, voilà, de faire cette différence-là. Et en plus, ça apporte quelque chose à l'animation, je trouve. Donc, c'est très, 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 très bien fait. Donc, il y a un film plein de références, intelligent, qui a une vraie moralité à la fin, enfin voilà, qui a un vrai sujet abordé. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un Pixar majeur, vraiment très très majeur, et c'est pourquoi je vais le mettre dans mon top 5 tout de suite, devant Hamnet, devant Nuremberg, mais derrière quand même Sun Help, qui est pour moi pour le moment le meilleur film que j'ai vu cette année. Donc voilà, bravo à Jumpers. On va tout de suite enchaîner avec un film sorti sur la plateforme Netflix cette année qui s'appelle War Machine, qui est sorti le 6 mars 2026, qui est réalisé par Patrick Hughes, qui a réalisé les deux Hitman and Bodyguard, que j'adore. Vraiment, le 2, ça doit être l'un de mes derniers gros fous rires de cinéma, mais vraiment où j'arrêtais plus de rigoler. Alors le 2 est beaucoup plus nanardesque que le premier. D'ailleurs, ça fait partie des rares films que j'aime avec Ryan Reynolds, mais surtout avec Samuel L. Jackson. Il y a Salma Hayek également. C'est un réalisateur que j'apprécie. Il a fait également Expendable 3. Lui, pour le coup, j'ai un moins bon souvenir et j'ai jamais vu la Director's Cut qui est apparemment bien meilleure. Donc il faudrait que je m'y atteigne l'un de ces jours. Donc voilà. Et il nous fait du coup un film de SF où il a pour acteur principal Alan Ritchson, qui est vraiment un colosse, qui qui est l'acteur principal de la série Jack Richards, il me semble, sur Amazon, et c'est vraiment lui qu'on va mettre en avant, hein. Les autres acteurs sont vraiment, on peut les oublier assez facilement, et il y a un vrai parallèle de fait pour War Machine avec évidemment Predator, puisque ça marche un petit peu de la même manière. Donc on va avoir ce soldat qui va bientôt être gradé, qui doit passer son dernier examen avec ses camarades de classe entre guillemets pour devenir Navy Seals. Et donc leur dernière mission est de faire une mission factice tactique avec des armes à blanc où ils vont devoir aller récupérer un colis dans un avion. Sauf que quand ils vont le faire, et ben il va y avoir un alien qui va tomber du ciel, et en fait ça va être une espèce de méca géant, et donc ils vont devoir survivre avec des balles à blanc contre un méca géant qui a les dernières armes révolutionnaires. Oui, donc c'est clairement un Predator 2.0, mais c'est jouissif, c'est génial, ça marche du feu de Dieu. Franchement, c'est très bien fait. Alors bah déjà, c'est pas original parce que ça reprend quand même toutes les thématiques et ça les remet un petit peu au goût du jour par rapport à un Predator, mais je pense que peut-être que les gens auraient préféré, en tout cas les anciens, ceux qui ont vu le Predator de Jock McTiernan avec Schwarzenegger, auraient préféré voir ça pour le Predator Badlands. Moi, j'aime bien Predator Badlands parce que ça change, mais j'ai trouvé ce film
très très fun. Voilà, je le dis, c'est devant Greenland. C'est vraiment fun et c'est ce que ça cherche à être, c'est ce que ça veut être. C'est bourrin par moment, il va y avoir du mort sanglant, et ouais, ça marche très très bien. Peut-être la fin qui est un petit peu décevante, mais en plus ça dure quoi, 1h30, 1h40, donc c'est parfait. La durée est juste parfaite pour un film de ce style-là, et on vient chercher un mecha qui bute des mecs, et c'est exactement ce qu'on va trouver. Donc franchement, c'est tout à l'honneur de Patrick Hughes. Voilà. Et ce que je peux regretter, encore une fois, c'est que ce genre de film ne soit pas sorti au cinéma. Évidemment, je pense que les gens auraient crié un petit peu trop au remake, en tout cas ou limite au plagiat, même si je trouve qu'il y apporte justement sa patte. Et puis justement, le mecha, ça change quand même du Predator. Voilà, c'est quelque chose de renouveau. Donc non, c'est tout à son honneur. C'était très très bien. Et, euh, et je trouve que Alan Ritchson, il marche, c'est pas Arnold Schwarzenegger, mais je trouve qu'il est vraiment, il a vraiment un certain physique, quoi. Il est bestial et ouais, j'aime beaucoup cet acteur et le rôle lui va très très bien. Donc je vous invite fortement à voir War Machine pour ceux qui auraient Netflix. Voilà, tout simplement. On enchaîne ensuite avec Projet Dernière Chance. Alors ça, sorti le 18 mars 2026 de Phil Lord et Christopher Millord. Christopher Lord, pardon. J'adore ces deux réalisateurs qui ont fait notamment 21 Jump Street, 22 Jump Street et ainsi que La Grande Aventure Lego. Ils s'étaient fait malheureusement déposséder de leur projet de Han Solo et ça c'est vraiment dommage malgré le fait que ce soit Ron Howard qui a repris derrière et moi j'aime pas mal Han Solo, je trouve que c'est pas non plus déshonorant. Mais c'est deux réalisateurs que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup rire. Voilà, c'est des films généralement plutôt fun. Et ils ont également produit notamment Spider-Man pour Sony, voilà, New Generation et Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, tout ça. Donc voilà, deux réalisateurs que j'apprécie. En plus de ça, il met en scène Ryan Gosling, ouais, rien que ça. Ryan Gosling que j'aime beaucoup, hein, voilà, c'est l'un de mes acteurs préférés, notamment il joue dans l'un de mes films préférés de tous les temps, c'est-à-dire Drive, et c'est un acteur qu'on voit énormément maintenant, hein, voilà, il fait énormément de projets, c'est quelqu'un qui est très demandé, bientôt il va faire d'ailleurs un Star Wars, et d'ailleurs le film est centré sur lui parce que ça va être lui qui va rencontrer du coup un extraterrestre, hein, qui va avoir une forme un petit peu voilà, c'est une pierre et ils vont devoir communiquer entre eux. Le film c'est quoi? C'est le soleil se meurt et donc la Terre va mourir et donc il va être envoyé en mission pour sauver la Terre, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on comprend, c'est un professeur lambda, pourquoi lui a été choisi, etc. Et en fait le film va se dérouler de cette manière-là, on va le voir se réveiller dans l'espace, voilà, on comprend que les autres membres de l'équipage sont décédés, et plus le film avance, plus il va avoir des flashbacks, et on va comprendre petit à petit comment il est arrivé là, et c'est vrai que la fin de ces scènes-là, je pensais pas qu'elle allait apporter, elle m'a vraiment surpris et choqué. Ça vraiment, j'ai adhéré ces flashbacks-là. Généralement, j'aime pas les films qui euh, qui font des allers-retours dans le temps, mais là c'est très il y en a pas tant que ça et je trouve qu'elle sert le film plutôt qu'elle le dessert et je trouve que justement c'est là où il y a son lot de surprises, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite il y a la relation entre le personnage du coup joué par Ryan Gosling et ce fameux extraterrestre qui vont devoir apprendre à communiquer alors qu'ils ne parlent pas du tout le même langage et alors déjà là il faut pouvoir s'attacher à cette forme d'extraterrestre, c'est très bizarre parce que c'est un espèce de caillou voilà qui n'a pas vraiment de visage, qui a des bras bon voilà, il faut pouvoir s'attacher au biais de ce personnage et justement on va s'y attacher par la relation qu'il va mener avec le personnage de Ryan Gosling parce que eux deux vont devoir s'allier parce que le soleil eux aussi se meurent parce que c'est les mêmes microbes entre guillemets qui détruisent le soleil également de son côté, de son univers à lui aussi. Et donc ils vont devoir s'allier et apprendre à se connaître, etc. Et va naître une relation d'amitié très très forte qui va être même pratiquement très émouvante. Par contre, le film a un défaut. Pour moi, je trouve, le problème c'est qu'il fait 2h40.
Et alors oui, c'est ce qui va servir le film d'un côté, parce que ça va permettre ces scènes de flashback, et ça va permettre aussi qu'on ait de l'émotion, enfin qu'on développe cette relation entre ces deux personnages, certes, et donc qu'on ait de l'empathie, etc. pour l'extraterrestre, et donc pour ce qui va s'en suivre dans le film, mais je trouve que ça va le desservir aussi, parce que des fois c'est long, mais c'est long et c'est lent, et t'as envie que, oh, accélérez un petit peu, s'il vous plaît, un petit peu de dynamisme, un petit peu d'action, enfin voilà quoi, s'il vous plaît. Et donc ouais, j'ai trouvé que le film aurait pu me faire, allez, je pense 30 minutes de moins. Il aurait fait 2h10, ça aurait été parfait. Et là, 2h40, c'est un petit peu trop long. Donc pour moi, ça va être son principal défaut. Malgré tout, le reste, c'est quand même maîtrisé, je trouve. Les scènes dans l'espace sont très très bien. Le personnage de Ryan Gosling, on s'y attache amplement. Voilà, encore une fois, on arrive à avoir de l'émotion pour un espèce de caillou. Donc non, c'est réussi. Et j'ai été surpris par ces scènes de flashbacks, par leur finalité. Je pensais pas que ça allait aller là. C'est pourquoi il va rentrer dans mon top 5 devant Nuremberg. Ouais, devant Nuremberg, je pense, sans problème. Donc, on a le top 5, donc potentiellement le mois prochain, parce que là, je le dis, les autres films ne rentreront pas dans le top 5. Le mois prochain, il se pourrait que euh, un film du top 5 saute, et on va commencer peut-être à bouger les lignes. En revanche, il va y avoir des entrées dans le flop 5, puisque le prochain film, on va parler du Sifflet, le Sifflet sorti le 18 mars également 2026 au cinéma, de Corinne Hardy avec Daphne Keane, qui est l'actrice de Logan, et Sophie Mellis. Alors c'est pour citer des actrices, hein, mais bon, Daphne Keane est quand même assez connue, notamment pour faire la fille de Logan dans Logan. Pourquoi j'ai été voir ce film d'horreur, du coup, Le Sifflet? Donc c'est une bande de jeunes adolescents, hein, qui vont trouver un sifflet dans un casier, et en fait, à chaque fois qu'ils sifflent dedans, en fait, il va y avoir leurs morts qui apparaissent, et ils vont tout simplement être confrontés à celle-ci. Et par exemple, si tu dois mourir d'un accident de voiture, la mort va te poursuivre, et elle va te tuer dans d'atroces souffrances, et en fait tu vas te retrouver avec les boyaux à l'air, etc., comme quand t'aurais dû mourir il y a 50 ans plus tard dans l'accident de voiture. Voilà, tout simplement. Alors ok, le scénario c'est plutôt cool, etc. Pourquoi j'ai été voir ce film? Parce que c'est Corinne Hardy. Corinne Hardy, c'est un gars qui a fait La Nonne déjà, mais qui a réalisé également des épisodes pour la série Gang of London, aux côtés comment il s'appelle? Merde, j'ai zappé, Gareth Evans, pardon, donc réalisateur de The Raid. Et je trouvais que, alors pas dans la saison 1, parce que je trouve que c'est le moins bon réalisateur des 3 de la saison 1, mais la saison 2, c'est lui qui l'apporte, et c'est lui qui réalise de la meilleure des manières justement les épisodes de la saison 2. Et donc c'est pour ça que je voulais aller vraiment voir, parce que je me suis dit qu'entre La Nonne et ça, justement il s'est aguerri en termes de réalisation, etc. En plus il a été épaulé par d'autres réalisateurs, donc il a pu avoir des idées, et en fait c'est nul quoi. Je veux dire, c'est nul à chier, on n'a pas peur. La mise en scène est claquée au sol, voilà, c'est vraiment ridicule. Là où ça aurait pu, il y a qu'une scène qui est vraiment bien, qui se passe dans un labyrinthe, où le personnage qui siffle et qui est rattrapé par sa propre mort, c'est le vieillissement. Et là oui, ça marche plutôt bien, parce qu'elle va se faire poursuivre justement par une espèce de personne vieillie, etc. Donc là, c'est plutôt cool, mais le reste, c'est claqué au sol visuellement, mais c'est nul. C'est d'une nullité abyssale, donc ça rentre dans le flop 5 directement sans problème. Et je pense que ce film va rester à la première place pendant très 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 longtemps. Voilà, tout simplement pour Le Sifflet. Et on terminera par un film, je pense, qui a été vu par énormément de personnes, Peaky Blinders, L'Immortel, qui est pour le coup un film Netflix également, sorti le 20 mars 2026, qui est réalisé par Tom Harper, qui a réalisé certains épisodes de la saison 1 principalement, et qui revient là pour le coup pour réalisation. On retrouve au casting évidemment Cillian Murphy. En revanche, à noter l'absence de Paul Anderson, et ça va être l'un des défauts également de ce Peaky Blinders, mon dieu. Et on a l'arrivée de nouveaux personnages comme Tim Roth, qui va être le
principal antagoniste de ce film. On a Barry Kingdon qui va jouer le fils de Cillian Murphy, du coup, donc de Tommy Shelby, et Rebecca Ferguson, qui est une actrice que j'apprécie particulièrement, qu'on a pu voir notamment dans Mission Impossible, elle a été excellente dans ce dernier, qui va jouer une gitane. Et le film, alors au début je l'avais bien noté, j'avais mis que c'était bien, 3,5, et plus j'y pense et plus je trouve que c'est un mauvais film pour plusieurs raisons. Déjà le problème c'est qu'on a l'impression que c'est une saison condensée dans un film de 1h40, donc évidemment ça ne fonctionne pas. Ça marche vraiment de la même manière, on introduit un méchant, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps de le développer, donc ça c'est vraiment très très compliqué. On sent aussi que le film, ça a été un petit peu forceps, et que c'est pas forcément, je trouve, au niveau de la mise en scène. Voilà, le film, c'est vrai que c'est vraiment un film de plateforme, on le ressent, enfin c'est vraiment un épisode de 1h40, mais format série, quoi, si vous voulez. C'est pas un épisode qu'on aurait pu voir au cinéma. Je me demande d'ailleurs ce que ça donne sur un grand écran, parce que c'est sorti sur certains grands écrans, mais pour moi, à mon avis, ça ne doit pas donner grand-chose. Le méchant, du coup, on n'a pas le temps de le développer, et du coup, l'histoire, elle est pas super vis-à-vis de ça. Deuxièmement, il y a un gros pan du scénario qui est en relation avec le personnage du frère de Tommy, du coup, donc du personnage de Paul Anderson. Sauf que, en fait, on reprend pas l'acteur parce que je crois qu'il a eu des problèmes de drogue, tout ça. C'est un choix, mais c'est un mauvais choix, du coup, parce que voir la mort hors champ du frère de Tommy, non, c'est juste pas possible, surtout un personnage autant emblématique. Ensuite, on sent que le fils de Tommy, c'est vraiment j'ai cette impression-là de le mettre en scène et de l'intégrer à l'histoire. Il est méchant, mais en fait non, il va devenir gentil, etc. Il est avec son père. Tout ça pour nous pondre une nouvelle saison de Peaky Blinders. Donc voilà, et j'aurais préféré que la série elle s'arrête à la saison 6 en fait. J'adore la fin de la saison 6. Je déteste cette fin-là. Donc voilà. Et donc plus j'y pense, plus le film va descendre dans mon estime. Ça pourrait être clairement la suite de trop, mais comme c'est série, que c'est le premier film, je peux pas. Donc je vais le mettre dans Oh la déception devant 28 ans plus tard. Mais il pourrait finir à la fin de l'année, selon ce qu'on a, sans problème dans le flop 5, comme un Superman l'année dernière avait fini dans le flop 5, non pas parce que c'est le pire film visuellement, etc., mais parce que c'est une trop grosse déception, quoi. Et puis Immortel, c'est foiré, hein. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est raté et que non, en fait, fallait pas. Donc voilà, c'est assez dommage de ce côté-là, et je pense qu'on aurait pu bien mieux faire. Donc voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà pour les 5 films du mois de mars 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Me conseiller des films encore une fois, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.